Cette loi va mettre en danger des personnes handicapées. Je crois que le cadre qui est fixé par la loi, justement, il faut le garder. Il est assez strict, mais il est nécessaire pour éviter toutes les dérives. On souhaite politiquement donner une voie de sortie à des personnes pour lesquelles on ne peut plus rien faire en termes de soulagement. Et ce que je crains avec eux, c'est que dans une société où il y a des déserts médicaux, où il y a des îlots de solitude, la liberté individuelle soit en fait un leurre. La France est sur le point de reconnaître un nouveau droit, celui d'accéder à l'aide à mourir. Depuis plusieurs mois, le débat sur la fin de vie revient au cœur de l'actualité politique. Le texte, examiné en troisième lecture en mai dernier, est une proposition de loi portée par l'ancien député centriste Olivier Falorni. Son objectif, créer le droit d'une aide à mourir avec 5 conditions. Être un ou une Française majeure, atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. La patiente doit aussi présenter une souffrance liée à cette affection qui ne peut être soulagée par les traitements ou qui est insupportable selon elle, lorsque son choix est de ne pas recevoir ou d'arrêter un traitement. Enfin, la volonté de mourir du patient doit être exprimée librement et de manière éclairée. Dans un délai de 15 jours à compter de la demande d'aide à mourir par la patiente et après les échanges avec d'autres professionnels du corps médical, le médecin accepte ou refuse la demande. Si acceptation, le médecin ou une infirmière accompagne la patiente dans l'administration de la substance létale. À savoir que cette procédure décisionnelle peut être modifiée ce mercredi. Alors ce débat ne date pas d'hier. Il s'inscrit dans près de 20 ans d'évolution législative et éthique autour de la fin de vie. En 2005, la loi Leonetti est adoptée suite à l'affaire très médiatisée Vincent Humbert. Souvenez-vous, c'était un jeune homme rescapé d'un accident de voiture, devenu tétraplégique, aveugle et muet. Après des demandes à mourir adressées sur plusieurs années, sa mère et son médecin outrepassent la loi et lui donnent la mort. La loi Leonetti marque alors une première étape. En introduisant l'interdiction de l'obstination déraisonnable, elle permet l'arrêt de traitements jugés inutiles ou disproportionnés lorsqu'ils ne servent qu'à prolonger artificiellement la vie. 11 ans plus tard, la loi Claeys-Leonetti renforce les droits des patients en autorisant sous condition la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Puis en 2023 a lieu une convention citoyenne sur la fin de vie, de laquelle en ressort une demande d'amélioration des soins palliatifs, ainsi qu'une demande du droit à l'aide active à mourir. Et c'est ainsi que depuis mars 2025, la proposition de loi sur la fin de vie est débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parce qu'après 3 lectures et des navettes parlementaires, elle ne fait toujours pas consensus. Un vote final est prévu ce mercredi 15 juillet. Pour les défenseurs de cette loi, cette réforme représente une avancée majeure des libertés individuelles. Ils y voient un progrès social fondé sur des valeurs humanistes, d'autonomie, de dignité et de solidarité envers les personnes confrontées à des souffrances devenues insupportables. C'est un texte éminemment républicain qui permet la liberté de disposer de son corps, la liberté de disposer de sa mort. Un texte d'égalité qui n'oblige pas à s'en remettre soit à la clandestinité, soit à l'exil. Et une loi de fraternité. La fraternité qui fait qu'on accompagne chacune et chacun jusqu'au bout du chemin selon ses volontés et selon son choix. Voilà ce que je considère être cette loi. Mais cette proposition de loi bouscule aussi les clivages politiques habituels. Le texte est soutenu par des députés issus de plusieurs groupes politiques. La France Insoumise, une partie des écologistes, des socialistes, mais aussi certains élus de la droite, de l'extrême droite et du centre. Et les opposants se retrouvent eux aussi dans presque tous les camps politiques. Cette diversité d'opinions chez les élus contraste avec les enquêtes d'opinion. Selon un sondage IFOP commandé par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, 87% des Français se disent favorables à l'augmentation des soins palliatifs et l'aide active à mourir. Mais une enquête Ipsos pour l'Observatoire de la fin de vie montre également que 44% estiment que le texte ne garantit pas suffisamment le respect de leur volonté et des préférences pour leur fin de vie. Donnons la parole à la France Insoumise, qui se réjouit de sa prochaine adoption, garantie d'une liberté fondamentale pour les personnes en souffrance. Des gens qui, aujourd'hui, dans notre pays, nuit et jour, éprouvent des douleurs énormes. Des gens qui ne trouvent plus le sommeil, qui ne peuvent plus avoir aucune activité et qui ne comprennent pas pourquoi on les forcerait à endurer 2, 3, 4 mois de souffrance intense. C'est à ces personnes-là que s'adresse ce texte de loi. Et il vient effectivement résorber une situation que je trouve insupportable, celle de personnes qui sont astreintes à la souffrance lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Pour Sandrine Rousseau, députée écologiste, cette loi est simplement une modalité de fin de vie. Le fait que ce soit des souffrances psychologiques uniquement a été totalement écarté et explicitement écarté de la loi, ce qui a vraiment nourri énormément de débats, mais à la fin, ça permet de lever toute ambiguïté
sur le fait que cette loi puisse être un suicide déguisé. Ça n'est pas un suicide déguisé, c'est juste une fin de vie dont on maîtrise les modalités. Au-delà des débats parlementaires, certaines voix dénoncent des angles morts, celles des personnes handicapées et des militantes antivalidistes qui considèrent être largement absentes des discussions publiques. Alors le validisme désigne un système dans lequel la société est pensée par et pour les personnes valides et qui valorise les vies au regard de leurs capacités. Une société validiste signifie donc que des personnes, du fait de leur handicap, sont discriminées. Et certaines personnes demandent de considérer la loi sur la fin de vie en prenant en compte le contexte de validisme structurel de la société. C'est ce que nous expliquent Alex et Maya, militantes antivalidistes et féministes au Front de gauche anticapitaliste et aux dévalideuses, que nous avons rencontrées le 8 juillet devant l'Assemblée nationale lors d'un rassemblement pour protester contre cette loi. Plus largement, les personnes handicapées et les militantes antivalidistes peinent encore à faire entendre leur voix dans l'espace public, à cause d'obstacles matériels, de défauts d'accessibilité, mais aussi un manque de légitimité qui limite leur participation au débat. Si elles s'estiment largement invisibilisées et d'être le maillon faible de l'intersectionnalité dans les luttes, nous leur donnons aujourd'hui la parole et écoutons leurs revendications. Cette loi va mettre en danger des personnes handicapées. Les militantes handicapées expliquent que le handicap est une situation sociale et la maladie une situation médicale. La plupart des personnes handicapées étant malades, elles considèrent de fait qu'elles sont les premières concernées par cette loi. La distinction qui est faite d'ailleurs entre malades et handicapés n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que c'est une distinction qui est fantasmée. Parce que, et c'est la preuve qu'on est encore dans une prise en compte du handicap dans un modèle qu'on appelle le modèle médical. Donc le modèle médical, c'est le modèle qui est encore dominant dans la manière de conceptualiser le handicap, qui perçoit le handicap comme un défaut, une maladie à soigner, une expérience individuelle, alors que les antivalidistes ont une approche du handicap, qui est celle d'ailleurs de la loi de 2005, qui est une approche contextuelle. C'est-à-dire qu'on est handicapé lorsqu'on est empêché de vivre une vie citoyenne pleine et entière. Et c'est donc ici que se situe l'un des principaux désaccords. Alors que le député FI Adrien Clouet affirme que les seules personnes concernées par cette loi sont les personnes en fin de vie. On souhaite politiquement donner une voie de sortie à des personnes pour lesquelles on ne peut plus rien faire en termes de soulagement. Et des personnes qui vont décéder puisque leur pronostic vital est engagé. Ce texte ne s'adresse qu'à ces personnes-là. Il s'adresse à personne d'autre. Pour Alex, au contraire, de nombreuses personnes répondent aux critères d'éligibilité. Nous, on est beaucoup de personnes handicapées à être éligibles en fait. Alors que même qu'on nous retire nos aides, qu'on est isolé socialement, donc c'est pas la souffrance physique qui pousse les gens à demander l'euthanasie dans les pays où c'est ouvert comme droit. La première raison, c'est pas la douleur, c'est l'isolement social. Alors derrière cette divergence apparaît une question plus profonde. La société accorde-t-elle la même valeur à toutes les vies ? Sarah Piazza, médecin en soins palliatifs, partage son avis. La question que moi je pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire en tant que société de répondre à la souffrance psychique de certains, par exemple les bien portants physiquement, leur dire on va tout faire pour que tu ne meurs pas, tu as envie de mourir, mais on va tout faire, on va tenter de soulager ta souffrance, de trouver des solutions, plutôt que de te donner les moyens de mourir, et de dire à d'autres, ah bah toi par contre, ta demande de mort, on l'entend tout de suite, on va y répondre en disant oui, et on va même dire que socialement, on s'organise pour te donner les produits ou pour même les injecter pour que tu meurs. Je crois que là, il y a un message qui est renvoyé, qui est un message validiste. Alors qu'en est-il vraiment des potentielles dérives de cette loi ? Laurent Panifou, ministre chargé des relations avec le Parlement, assure qu'il n'y a pas de risque à des dérives, au vu de l'encadrement strict de la loi et de la collégialité comme garde-fou éthique. C'est très important, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait des glissements qui soient faits et qu'au cas par cas, on puisse ici ou là dériver doucement. Non, je crois que ce texte, avec ses critères, les fameux 5 critères qu'on a évoqués, mais aussi la procédure avec laquelle la personne va demander ou sa demande va être étudiée de manière collégiale. Tout ceci, ce sont des garde-fous pour éviter les glissements que vous évoquez. Et moi je veux rassurer toutes celles et ceux qui craignent ces glissements. Ils ont souvent été évoqués en commission, ils le seront dans quelques jours, puisque là on va entamer par les soins palliatifs. Moi, je crois que le cadre qui est fixé par la loi, justement, il faut le garder. Il est assez strict, mais il est nécessaire pour éviter toutes les dérives. Pour les opposants, toutefois, ces garanties ne dissipent pas toutes les inquiétudes. Parce qu'un point important du débat concerne les conditions d'éligibilité pour disposer de l'aide à mourir. Cette loi est-elle suffisamment encadrée ? Pour rappel, il y aurait accès toutes les personnes entrées en phase avancée ou terminale d'une maladie, soit parce qu'elle est incurable, soit parce que ces personnes ont refusé le traitement.
Pour Adrien Clouet, le choix de l'aide à mourir ou du suicide assisté relève de la souveraineté de l'individu sur lui-même, de pouvoir choisir les conditions dans lesquelles il veut dire adieu à ses proches. Pour les opposants à la loi, les conditions d'éligibilité sont très larges, surtout depuis la suppression de la condition de mort imminente. Il y a marqué que les personnes éligibles sont des personnes majeures et des personnes en fin de vie, mais le terme fin de vie, on peut considérer que n'importe qui a une maladie incurable, quand bien même il n'en souffrirait pas le martyre tous les jours, est une personne en fin de vie. Les critères, ils concernent des personnes handicapées et ou malades qui parfois le sont depuis leur naissance, parce qu'on peut naître avec des pathologies qui mettent en danger notre pronostic vital à la naissance, et sauf que si on enlève notamment le critère de mort imminente, ça ouvre à beaucoup de pathologies, mais par exemple le diabète de type 1, ça rentre dans ces critères. Le VIH, ça rentre dans ces critères. L'insuffisance rénale aussi, pas mal de maladies qui touchent des personnes âgées, mais qui sont par ailleurs traitables. Mais ça coûte cher. Et aussi les cancers, donc qui sont même pas forcément. Du coup, on a enlevé le critère de mort imminente. Donc ça ouvre à beaucoup de choses. Il y a également l'appréhension que les lois s'assouplissent, avec l'exemple du Canada. L'aide médicale à mourir y est adoptée en 2016 et leur semble édifiant pour comprendre ce qui se joue avec cette loi fin de vie. Les critères d'accès se sont élargis au point que l'euthanasie est proposée aux personnes précaires et vulnérables. On nous dit « Ah, mais vous êtes parano, etc. » C'est pas vrai. Il n'y a qu'à voir en fait comment ça se passe dans les autres pays où elle est déjà mise en œuvre, enfin où des lois similaires sont mises en œuvre. Par exemple au Canada et en Espagne. Maintenant au Canada, la loi MAID, donc voilà, qui est l'équivalent, elle est ouverte maintenant aux personnes sans abri. En Espagne, il y a une jeune femme éligible qui a subi un viol collectif et qui a demandé, à qui on a proposé le suicide assisté et qui du coup a été euthanasiée suite à ça. Donc au lieu d'aider les gens, au lieu de leur donner accès à une vie digne, on leur propose une mort digne. Le député de la France Insoumise cite à l'inverse l'exemple de la Belgique où l'accès au droit à mourir a été accompagné d'une augmentation des soins palliatifs. Et il souligne aussi qu'un quelconque changement de loi devra être légiféré. Si des gens aujourd'hui présentaient à l'Assemblée le dispositif canadien, moi je voterai contre. Donc si je le propose demain, je voterai contre également. Les votes d'aujourd'hui n'engagent pas et n'ont pas de conséquences sur les votes de demain, puisqu'il s'agirait de repasser par la case législative. C'est un sujet sensible qui nous touche toutes et tous et qui provoque des émotions parce qu'il a trait à l'intime. Sandrine Rousseau soutient cette loi fin de vie après son expérience personnelle avec la perte de sa mère. Rien n'était prévu sur la fin de vie. Elle avait décidé qu'elle ne voulait pas que la maladie gagne et que c'était elle qui devait décider du moment où elle allait partir. Et donc elle s'est suicidée. Avant d'engager une loi comme celle-ci, plusieurs de ses opposants estiment qu'une autre urgence s'impose. Réformer en profondeur le système de santé, avec l'accès à des soins de qualité et disposer de conditions de vie telles que chacune vive dignement. C'est pourquoi, pour ses opposants, présenter le choix de la mort médicalisée ne peut être dissocié de son contexte. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, ils craignent que la loi ne réponde davantage aux défaillances du système qu'à un véritable choix individuel. Quel choix y a-t-il dans une société où on harcèle les personnes handicapées? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit mon cas, mais j'ai un handicap qu'on dit invisible, ou le cas de collègues à moi qui ont un handicap beaucoup plus visible, on nous dit, si j'étais à ta place, je me suiciderais. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on entend extrêmement souvent. Pour se sentir légitime dans cette société, il faut énormément de force quand on est handicapé. De son côté, Dominique Potier explique qu'une loi d'exception, examinée sous contrôle d'un juge, serait acceptable dans un pays qui dispose d'une couverture universelle de soins palliatifs, un hôpital public fonctionnel et où existerait un véritable tissu social solidaire. Ce qu'ils craignent, et ce que je crains avec eux, c'est que dans une société où il y a des déserts médicaux, où il y a des îlots de solitude, où il y a des périphéries sociales, la liberté individuelle soit en fait un leurre, et que la réalité, c'est que les personnes les plus seules, les plus isolées, dans une logique comptable, soient poussées directement ou indirectement à faire ce choix. À l'inverse, d'autres soutiens du texte estiment que ce constat ne doit pas empêcher l'adoption de la loi. Pour Adrien Clouet, le sous-financement des soins palliatifs est le résultat de choix politiques. Vous avez bien vu que ce sont les députés de droite et d'extrême droite qui ont empêché l'adoption d'un droit opposable aux soins palliatifs comme le proposaient les Insoumis. Pourquoi ils l'ont fait?
Parce qu'ils préfèrent que les gens souffrent pour avoir une raison de voter contre la loi à la fin. Et je trouve absolument détestable le fait que les députés de droite aient voulu saboter les soins palliatifs pour se donner une raison publique de pouvoir voter à la fin contre le texte sur la fin de vie. Mais cela ne remet pas en cause la nécessité d'ouvrir un nouveau droit. Selon l'AFI, le vote de cette loi peut aller de pair avec le combat pour renforcer les soins palliatifs, l'hôpital public et plus largement les services publics. Pour Dominique Potier, ce sont ces insuffisances de l'accompagnement de la fin de vie qui vont être compensées par l'ouverture de l'aide à mourir. Il y a quelque chose d'une rupture d'égalité qui, je trouve, profondément scandaleuse. Demain, des Françaises, des Français en situation de fragilité pourront demander l'aide à mourir par défaut d'accès à des soins palliatifs. L'urgence pour Maya ne serait donc pas de créer un nouveau droit, mais de rendre effectif ce qui existe déjà. C'est un excellent point de départ pour améliorer la situation des personnes qui souhaitent justement mourir dans la dignité. Mais le problème, c'est qu'elle n'est déjà pas appliquée, faute de moyens dans l'hôpital public. Et moi, c'est ça que je voudrais dire aux députés de gauche, c'est que plutôt que d'écrire une nouvelle loi qui comporte des angles morts très problématiques, il faudrait repartir de celle qui existe déjà et la mettre en œuvre, commencer par la mettre en œuvre. À voir si la loi Vidal, qui vise à développer les soins palliatifs et adoptée ce 26 mai, sera réellement effective. On le voit donc, derrière cette proposition de loi se croisent plusieurs conceptions de la liberté, de la dignité et de la solidarité. Les inégalités sociales sont perceptibles dans la vie comme dans la mort, et si cette loi sur l'aide à mourir semble promise à l'adoption, les débats qu'elle soulève, notamment autour du validisme et de l'état actuel de notre système de santé, sont loin d'être clos.